Le F-16 c'est un avion polyvalent qui fait de l'air-air, qui fait de l'air-sol, un avion très capable, qui est relativement compact, qui est relativement bon marché. Puis c'est un avion américain, donc quand on dit ça, on a les étoiles plein les yeux, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur le Jump Seat, bienvenue sur la chaîne Twitch d'Aérobuzz. On est ravis de vous retrouver en cette rentrée de septembre 2024. Je suis en compagnie de Frédéric Lert, le spécialiste défense d'Aérobuzz. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des F-16 ukrainiens. L'Ukraine a reçu ses premiers F-16, c'est un symbole fort. Et au-delà du symbole, on va s'intéresser à divers aspects plus concrets aéronautiques, puisque c'est ce qui nous intéresse chez Jump Seat et sur Aérobuzz. Et puis on va parler des premiers déboires aussi des avions avec cette perte malencontreuse. On sait que les Ukrainiens ont mis un petit peu de temps, enfin ça c'est tout à fait justifié, mais effectivement ils ont annoncé l'arrivée des avions dans le pays avec un petit peu de retard. Très bien, tant mieux, ça s'appelle le secret opérationnel et c'est une bonne chose que ce soit respecté. Après, il y a eu cette perte d'avion qui est intervenue relativement rapidement dans la mise en service de l'avion, avec aujourd'hui un gros point d'interrogation qui a été reconnu aussi un peu nolens-volens par les Ukrainiens sous la pression des différentes communications non officielles qui ont eu lieu. On sait quel jour l'avion a été perdu ? Je crois que c'était le 26, il me semble, 26 août. Une attaque massive de drones et de missiles russes. Et d'ailleurs, c'est pas innocent que la perte ait eu lieu ce jour-là, puisque l'avion était engagé donc dans une mission de défense aérienne, qui était le rôle qu'on lui avait a priori attribué au départ, qui était censé être le plus simple à gérer. On s'aperçoit que le diable est toujours dans les détails. Effectivement, ce rôle qui devait être relativement simple se trouve brusquement complexifié. Aujourd'hui, on évoque beaucoup l'idée de l'hypothèse d'un tir fratricide, mission complexifiée par la situation tactique dans le ciel ukrainien. Beaucoup de missiles et de drones russes qui arrivent simultanément dans un espace aérien peut-être assez limité, des avions qui interviennent pour les intercepter, des batteries de missiles solaires qui sont aussi sur les dents pour les intercepter, peut-être une mauvaise coordination entre tout le monde, sans doute une très grande complexité de situation, une complexité aussi qu'on retrouve dans les différents matériels qui sont en service côté ukrainien, donc des différents niveaux de savoir-faire des opérateurs aussi, enfin tout ça fait un mélange assez explosif et malheureusement c'est un avion qui va au tas. Bon, un avion c'est pas très grave, c'est de la ferraille, mais c'est surtout aussi un pilote. Qu'est-ce qui fait qu'on pensait que c'était un rôle relativement simple, ce rôle de défense aérienne contre des missiles et des drones ? Relativement simple parce qu'on est loin de la ligne de front, donc ça écarte la menace d'une interception russe. À 99%, on est à l'abri des missiles à longue portée qui font quand même très mal aux Ukrainiens quand ils se rapprochent de la ligne de front. Là, on est plutôt dans l'ouest du pays, donc ça enlève un risque. Ça enlève aussi le risque des missiles solaires russes. Et puis, c'est une mission qui est relativement simple parce que c'est un avion seul qui va attaquer une cible unique. Enfin, c'est pas un raid coordonné de plusieurs dizaines d'appareils ou de plusieurs appareils qui entrent en territoire adverse et qui doit se méfier d'un petit peu de tout, qui fait face à de la guerre électronique. Enfin, ça reste, je veux pas dire la bataille d'Angleterre, mais on est un peu dans cet esprit, quoi. Souvenons-nous d'ailleurs que la bataille d'Angleterre, l'interception des V1 aussi était difficile à réussir par les pilotes alliés. Il y en a quelques-uns qui ont perdu leur vie aussi. Ouais. Les V1 qui étaient les premiers missiles longue portée développés par les Allemands, on peut le résumer comme ça ? Oui, des bombes autopropulsées avec un système de guidage. Donc oui. Mais cette idée de tir fratricide, elle est un peu sous-jacente à la guerre aérienne. Il y a eu, alors dans cette guerre Ukraine-Russie, il y a déjà eu plusieurs exemples malheureux, d'un côté comme de l'autre. Quelques figures ukrainiennes qui ont été abattues par des missiles ukrainiens. Les Russes aussi se privent pas d'en faire autant de leur côté. Et puis dans l'histoire, on a quelques exemples tragiques aussi. On en parlait tout à l'heure, mais il y a cet exemple de Gary Powers qui se fait abattre avec son U-2 au-dessus de la Russie. Et pendant qu'il descend sous son parachute, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un MiG aussi qui descend en flammes, qui a été abattu aussi dans l'eau, parce que les Russes avaient tiré tout ce qu'ils pouvaient, et puis ils n'avaient pas fait de détails, et ils avaient abattu tout ce qui passait à portée, quoi. Et donc ça, c'était lors d'une mission d'espionnage pendant la guerre froide, c'est ça ? Oui. Oui, le 1er mai 1960, peut-être, 61, 60. Donc, voilà, le tir fratricide qui existe aussi au sol, qui existe en l'air, qui existe en mer, qui fait des ravages. Mais ça reste aujourd'hui qu'une hypothèse. Revenons quelques jours, quelques semaines en arrière. La livraison des premiers avions avait eu lieu début août. Oui. C'est bien ça.
C'était la première étape d'une longue saga qui ne fait que commencer. Je crois que dès les premières heures de l'invasion russe, les Ukrainiens ont demandé des munitions et ils ont demandé aussi des avions de combat. C'est une demande qui a duré des mois et des mois. On se souvient, il y a eu plusieurs articles sur Aérobuzz, il faut aller les relire, mais on se souvient de toutes les hypothèses qui avaient été envisagées avant que le F-16 émerge comme étant la solution la plus crédible. Et puis après, il a fallu attendre l'autorisation américaine pour que les pays européens puissent réexporter leurs avions vers l'Ukraine, parce que rappelons que les Américains, et d'ailleurs je pense que c'est valable aussi pour d'autres pays, pour d'autres avions, ont un droit de regard sur ce que deviennent les avions pour le cas où ils devraient être vendus ou réexportés. Ils ont un droit de veto. Donc les Américains se sont fait tirer par la manche très longtemps, pendant plusieurs mois, avant de dire finalement oui. Ça, ils ont dit oui l'été dernier, août 2023. Biden a fini par donner son accord, donc que de temps perdu, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et puis après, il a fallu lancer la machine, mettre en route la formation des pilotes, des mécaniciens, préparer les avions, trouver les donateurs, les organiser, enfin organiser toute une filière. Et on est arrivé à ce mois d'août 2024 avec l'arrivée des 6 premiers avions d'origine danoise et hollandaise en Ukraine. Et pourquoi les Ukrainiens, pourquoi le président Zelensky avait-il demandé très vite des avions très tôt dans la guerre? Pour avait-il dans des avions? Les Ukrainiens n'avaient pas leurs propres avions de chasse? Ils en avaient, mais ils en avaient quand même très peu par rapport à leur adversaire. On estime qu'il y avait un rapport de 1 à 10 à peu près en termes de capacité. Leurs avions MiG-29, Sukhoi 25 et Sukhoi 27, surtout MiG-29 et Sukhoi 27 étaient des anciennes versions. Et puis en plus de ça, ils se sont fait casser pas mal d'avions au début de la guerre. Avant aussi l'offensive de 2022, ils en ont perdu entre 2014 et 2022. Tout ça fait que c'était une voie sans issue de continuer avec leur flotte. Alors ils ont bien récupéré quelques avions à droite à gauche dans les anciens pays de l'Est, mais c'était des mesures totalement transitoires. Et puis il était urgent pour eux de préparer l'avenir et de passer à un standard de matériel plus évolué et surtout interopérable avec toutes les munitions de l'OTAN. On peut dire ce qu'on veut sur Zelensky, mais c'est vrai qu'il a eu cette vision dès le départ, dès 2029, de vouloir se projeter assez loin dans l'avenir, préparer le futur et de jeter les bases très vite de ce que pourrait être l'armée ukrainienne dans X années, quoi. Et très résolument, il s'est engagé en faveur de matériel compatible OTAN, surtout adossé à la puissance américaine. Le F-16, il y en a eu plus de 4600 construits. Il y a un pool d'utilisateurs dans le monde qui est phénoménal. Aujourd'hui, je crois que c'est 25 pays qui sont encore utilisateurs. Donc ça veut dire des pièces détachées, ça veut dire des filières de formation, des filières d'entraînement, des munitions qualifiées, enfin tout ce dont on a besoin pour faire tourner une force aérienne. Donc les Ukrainiens ont accès, ou se disent, puisqu'il y a un grand nombre d'utilisateurs, on aura plus facilement accès aux pièces de rechange, aux centres de formation, etc. Oui, et puis c'est un avion américain, donc quand on dit ça, on a les étoiles plein les yeux, quoi. Et puis c'est un bon avion aussi. C'est quand même la base aussi. Le F-16, c'est un avion polyvalent qui fait de l'air-air, qui fait de l'air-sol, qui est un avion très capable, qui est relativement compact, qui est relativement bon marché, surtout quand on te le donne. Là, il coûte pas cher du tout, mais bon, après, il faut quand même le mettre en œuvre et ça coûte. Donc, il y a une conjonction de points positifs qui fait que le F-16 était le choix pratiquement direct. Est-ce que tu peux nous détailler quand tu dis RR et air-sol, donc pour les viewers qui ne seraient pas familiers de ce vocabulaire, donc RR ça veut dire... Alors l'air c'est ce qui est en haut et le sol c'est ce qui est en bas, oui. Le F-16 est capable de faire face à d'autres avions et de bombarder, on peut résumer comme ça? Oui. Alors peut-être pas simultanément, ça c'est le privilège de quelques avions plus récents, enfin quoi, qu'il y a les derniers blocs du F-16 qui doivent être aussi capables de faire des choses comme ça, mais qui sont au moins polyvalents dans la mesure où ils peuvent enchaîner une mission antiaérienne et une mission d'attaque au sol. Sachant qu'on ne va pas s'amuser à faire du combat RR avec des bombes sous la voilure ou des missiles air-sol sous la voilure. Et inversement, on ne va pas se surcharger en missiles RR si on va les bombarder. Donc on peut panacher les armements et utiliser, suivant les exigences du moment, on peut utiliser tel ou tel armement, quoi. Clé de voûte de ça aussi, bien sûr, il y a le pilote qui doit être formé pour l'ensemble de ces missions. Il y a aussi l'électronique embarquée, le radar notamment, qui doit être capable de faire aussi les deux types de missions. On parle d'avions de provenance danoise, de fabrication américaine,
Qui a été d'accord en premier, les Danois ou les Américains, ou est-ce qu'ils sont tombés d'accord en même temps? Ceux qui ont été le plus proactifs, c'est effectivement la Hollande, la Belgique, le Danemark, la Norvège aussi, je crois. Et puis après, une fois que ça a été mis, une fois qu'ils ont exposé qu'ils étaient prêts à donner leurs avions, il a fallu obtenir l'accord des Américains. Et ça a pris du temps. Alors, ce qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que tous ces pays qui donnent du F-16, pourquoi ils les donnent? Pourquoi ils les donnent, Thierry? Je te pose la question. Parce qu'ils sont européens et qu'ils estiment que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Non, c'est parce qu'ils vont recevoir du F-35, parce qu'ils ont commandé du F-35, donc ils ont déjà commencé le remplacement des F-16 par du F-35, où ça va venir, enfin voilà. Donc ce don de F-16, le calendrier du don, est intimement lié au calendrier de l'arrivée des F-35. Ils ne se seraient pas séparés de leur F-16 s'ils en avaient été encore les utilisateurs pendant plusieurs années, quoi. C'était des avions qui étaient soit stockés, soit en voie d'être stockés, mais en tout cas mis de côté, quoi. En l'occurrence, on parle de don par opposition à une vente. C'est bien un don à l'Ukraine? Oui, de facto, parce que s'ils le vendent même à $1000, c'est du don. Mais je ne pense pas que les Ukrainiens payent très cher ces avions. La vraie question quand on parle d'argent, ça va être les armements, les munitions, et l'entretien des avions, et la formation du personnel, au sol ou navigant, sachant que, si je comprends bien, l'Ukraine est un pays de toute façon sous perfusion, que son armée tient grâce aux perfusions qui lui sont faites. Je ne pense pas que ça leur coûte très cher, tout ça. On a M. Chauve-souris qui demande est-ce que ça ralentit beaucoup l'avion de porter des bombes? Oui, beaucoup. Ça ralentit l'avion, parce que même les missiles, on l'oublie parfois, mais les missiles RR, ça traîne beaucoup. Quand tu mets 4-6 missiles RR, même qui sont des missiles relativement fins, de quelques dizaines de centimètres à peine de diamètre, en termes de traînée, ça compte énormément. Les bombes encore plus. Et puis, derrière les missiles et les bombes, il y a un troisième emport qui compte beaucoup en Ukraine, c'est les bidons, les réservoirs auxiliaires de carburant, parce que l'Ukraine n'a pas de ravitailleur en vol. Elle n'a pas, pour l'instant, la tête à former ses pilotes au ravitaillement en vol. C'est pas l'urgence du moment. Donc, on sait que les F-16 qui seront basés loin de la menace russe, qui sont basés dans l'ouest du pays et qui devront un jour aller sur la ligne de front qui est, elle, dans l'est, devront le faire en puisant en partant avec leur propre réserve de carburant. Et ça va énormément limiter la capacité d'action des Ukrainiens, parce qu'il faudra quand même qu'ils se payent un aller-retour en carburant. Il faudra qu'ils évitent d'aller se poser en Pologne s'ils sont un peu à sec, et si leurs bases sont bombardées, par exemple, ça serait très très mal pris par les Russes. Donc ça va être un facteur très limitatif, ça, le carburant, dans l'emploi des F-16. On parle de 6 avions, nombre estimé, on n'est pas certain du nombre. Les Ukrainiens n'ont pas donné officiellement de nombre d'avions livrés. Heureusement, oui. Moins ils en disent, mieux c'est pour eux. Oui. Combien d'avions ont-ils été promis ? On n'est pas loin d'une centaine, si on fait le total. Alors c'est pareil, là il y a un échéancier, parce que certains promettent les avions. Les Belges par exemple ont dit on vous donnera les avions quand on aura reçu l'F-35, donc les livraisons sont en cours. On parle d'un peu moins d'une centaine aujourd'hui entre la Hollande, la Belgique, le Danemark, la Norvège. Après, au-delà de ces avions, je mets deux caveats sur ce que je dis, mais il y a d'une part le fait que effectivement le réservoir est énorme, le réservoir potentiel de F-16 est énorme dans le monde. Mais le deuxième bémol, c'est que les Occidentaux ont beaucoup promis aux Ukrainiens jusqu'à présent, et on estime, bon an, mal an, que les Ukrainiens reçoivent à peu près la moitié de ce qu'ils auraient promis. Et comme disait Charles Pasqua, quand même, c'est une citation que j'essaie de placer à chaque fois, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc ça fait bien de promettre, ça passe bien à la télé, mais voilà, derrière, ça ne suit pas toujours, quoi. Et c'est ce qu'on a constaté, cette proportion de la moitié à peu près, c'est ce qu'on a constaté pour les armements jusqu'ici ? Pour les armements livrés. Oui, je crois, quand je te donne ce chiffre, c'est effectivement le chiffre qui circule entre les blindés, les munitions, tout ce qui importe et qui arrive toujours pas aussi vite que ce qui était espéré, quoi. Dans les mois qui viennent, est-ce qu'il y a des... Alors, certitude, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce qu'il y a une bonne probabilité pour les Ukrainiens de recevoir d'autres F-16 dans les mois qui viennent ? Oui, je crois qu'ils ont évoqué la possibilité d'en avoir une vingtaine peut-être avant la fin de l'année. Je dis ça de tête, mais bien sûr, de toute façon, quand on part avec 6 avions, ça ne peut qu'augmenter, sauf quand on en perd un et qu'on tombe à 5. Mais la tendance lourde, c'est effectivement à l'augmentation. Si tu veux avoir une certaine permanence sur le champ de bataille, si tu veux faire de la défense aérienne en mettant des avions en alerte, il va falloir, pour un avion qui vole, il en faut 2 à peu près en stock, Donc il va falloir avoir du monde quand même en ligne de vol.
Là, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais effectivement, le chef d'état-major de l'armée de l'air ukrainienne a sauté après le crash du F-16. La version officielle était de dire au début qu'effectivement l'avion avait eu un accident, sans rentrer plus dans le détail. Stricto sensu, on ne prend pas beaucoup de risques en disant ça. On comprendrait mal que le chef d'état-major soit dégagé parce qu'un pilote a fait une erreur de pilotage ou un avion a eu un problème technique. Donc ça veut dire qu'il y a un problème plus profond. Les Ukrainiens vont devoir, ils ont peut-être, on leur souhaite, ils ont peut-être commencé déjà à faire un peu une révolution des esprits. C'est bien d'acheter un avion, occidental ou américain, mais ce qui est encore mieux, c'est d'adopter avec cet avion les procédures et le savoir-être et le savoir-faire qui est en vigueur en Occident. C'est-à-dire qu'on a quand même la capacité à faire son autocritique, à discuter des choses qui vont mal, à être franc quand il le faut, à faire des débriefings saignants. Quand on fréquente un peu les escadrons ici ou là, on nous explique parfois qu'il y a du sang sur les murs à la fin d'un débriefing, parce que les gens se parlent et disent les choses qui doivent être dites, même si ça fait mal. On n'est pas dans le lénifiant, et quand tu as cette culture post-soviétique de rendre compte au chef pour lui faire plaisir et de mettre les mauvaises nouvelles sous le tapis, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Donc, ça c'est un accident qui coûte très cher en termes humains. Il faut leur souhaiter qu'il y ait un effet un peu électrochoc et qu'ils se bougent un petit peu pour tirer les enseignements qui peuvent être tirés après ce drame. Et le limogeage du chef de l'armée de l'air, Zelensky, d'après toi, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche une mauvaise utilisation de l'avion, une mauvaise je sais pas. Je sais pas, je suis pas dans les petits papiers. On retient en fait de ça qu'effectivement le chef d'état-major d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Ça s'est passé aussi avec le chef d'état-major des armées ukrainiennes. Qui est maintenant ambassadeur au Royaume-Uni. Donc c'est un bon poste honorifique, plus qu'honorifique. Après, peut-être que c'est sain, on l'a vu, j'ai pas la culture militaire qui me permet de citer les noms, mais on l'a vu notamment pendant la Première Guerre mondiale, où il y a eu on a remué le cocotier à certains instants critiques de la guerre pour changer des têtes et ajuster le tir. Parce qu'on pensait qu'on n'allait pas dans la bonne direction et qu'il fallait des idées nouvelles, et pour implémenter des idées nouvelles, il fallait des têtes nouvelles. Donc c'est pas foncièrement négatif de changer des têtes. Je reviens sur le nombre d'avions, donc aux alentours de 6 aujourd'hui, ou 5. Les Ukrainiens peuvent espérer... On veut dire 5,5 pour... espérer en obtenir... en être à une vingtaine d'ici à la fin de l'année. Vraiment, ce sont des ordres de grandeur. À partir de combien d'avions une flotte de F-16 est-elle efficace? La question sous-jacente, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec les avions? Et qu'est-ce que veulent faire? D'ailleurs, oui, la question, c'est qu'est-ce que les Ukrainiens pourraient faire avec les avions? On a dit qu'ils avaient voulu commencer, ils l'ont fait d'ailleurs avec des missions relativement simples de défense aérienne, parce qu'il y a un armement unique, c'est le missile. On le voit d'ailleurs, c'est très intéressant sur les vidéos. Les interceptions de drones se font à relativement courte portée. D'après ce qu'on a vu, avec du missile à guidage infrarouge, et les types, ils sont même pas à 1 kilomètre de la cible. Il faut pas être trop loin pour bien accrocher la cible, il faut pas être trop près, sinon tu te prends des morceaux quand tu tires. Ils ont perdu un MiG-29 comme ça, qui s'est pris un drone qu'ils venaient d'abattre. Donc voilà, il y a un juste milieu. Comment on abat un drone à courte distance? C'est au canon? Non, pas au canon, c'est au missile, au missile RR, ouais. Ça fait cher le drone alors quand même. Oui, ça fait cher le drone, mais encore une fois, il faut pas comparer le prix du missile qui intercepte ou le prix de l'heure de vol au prix du drone. Il faut comparer le prix du missile ou de l'heure de vol à l'effet qu'aurait pu avoir le drone. Si le drone en question va tuer 15 personnes dans un centre commercial, ça vaut le coup quand même de sacrifier un missile. Tu vois, c'est ça le vrai rapport. C'est vrai que c'est parfois choquant de tirer un drone qui a coûté 10 000 € avec ou quand même plus, peut-être 100 000, on va dire, avec un missile qui en vaut 5 fois plus. Mais c'est l'effet recherché par le drone qu'il faut prendre en compte. Tout ça pour dire que la mission de défense aérienne est relativement, je mets des guillemets, la plus simple à gérer. Une mission de pénétration avec du tir de missiles de croisière, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'on va se frotter la défense antiaérienne, on va se frotter à des sites de missiles solaires, on va se frotter avec de la navigation à basse altitude, de jour, de nuit, enfin... Donc c'est plus compliqué. On va emmener des ailiers. Alors les types de missions que les Ukrainiens peuvent faire, c'est pas compliqué. C'est ce qu'ils font aujourd'hui avec les MiG-29, les Sukhoi 25 et les Sukhoi 27.
Des avions qui continuent, qui sont un peu à bout de souffle aujourd'hui, qui demain seront à la ferraille. Qu'on reverra sans doute sur les vidéos russes de destruction, parce que les avions n'auront plus aucun potentiel, ils seront rincés, ils seront mis sur les parkings pour servir de cible ou d'appât. Donc c'est tout ce panel de missions. C'est surtout la mise en œuvre des armements occidentaux qui sont aujourd'hui utilisés par les MiG-29 et les Sukhoi, c'est-à-dire le missile anti-radar, les bombes guidées, que ce soit les JDAM ou les A2SM françaises, guidage GPS ou guidage inertiel. Demain, peut-être du guidage laser. Et puis, les missiles de croisière. Tu peux nous redire la différence entre un missile et une bombe guidée ? La bombe guidée n'a pas de propulsion, c'est ça ? Oui, et puis la gestion de la trajectoire est quand même très limitée pour la bombe guidée. Le missile est a priori plus manœuvrant. Encore qu'on a vu des missiles qui ressemblaient par le passé, qui étaient assez peu manœuvrants, un missile comme qui était tiré par le Jaguar, et le super étendard, son nom m'échappe, un gros bébé, l'AS-30, voilà, l'AS-30 laser, qui était une espèce de grosse roquette guidée avec assez peu de manœuvres possibles, mais bon, qui était quand même un missile, qui était propulsé, mais qui est tiré à peu près droit. Et puis on a une bombe comme la 2SM qui est aussi plus proche peut-être du missile que de la bombe bête et méchante, parce qu'elle est propulsée et on peut faire énormément varier sa trajectoire. On peut travailler sa trajectoire en bout de course pour aller frapper la cible d'une manière ou d'une autre, enfin voilà, pour faire varier l'angle d'impact. Donc là, la frontière est quand même relativement floue entre missiles et bombes parfois. Ouais. Et après, tu as les missiles de croisière, donc là c'est en discussion avec les Américains, on ne sait pas encore s'ils ont dit oui ou pas, mais ils vont finir par dire oui, mais avec 6 mois de retard, sur les missiles, les JSOW, qui sont des missiles de croisière comparables à peu près au Scalp, aujourd'hui mis en œuvre par les Sukhoi. On peut envisager des missiles de croisière Scalp adaptés, donc déjà livrés par les Européens, tu m'arrêtes quand je dis une bêtise, oui. au F-16 ? Oui, ça peut s'envisager, oui, bien sûr. Après, on a vu que les Ukrainiens avaient réussi à très vite les adapter sur les Sukhoi 24. Oui, on n'a pas parlé des Sukhoi 24, mais c'est pareil, le Sukhoi 24, qui est un bombardier biplace, c'est une population d'avions qui va disparaître petit à petit. C'est eux aujourd'hui qui mettent en œuvre les Sukhoi 24, les missiles Scalp G et les Storm Shadow britanniques. Donc bien sûr, alors les Ukrainiens ont été très rapides pour adapter ces missiles sur les avions russes. On voit aussi les bombes guidées, les JDAM et les A2SM installés sur les MiG-29. On voit, il y a des vidéos qui montrent que le pilote en train sur son ordi, là, avant de partir en mission, qui injecte, je pense, des coordonnées où on voit le câble qui part de l'ordi et qui va sur le pylône d'emport. Donc il y a des systèmes très simples d'injection de coordonnées d'ordre à la munition. Mais on voit aussi que ça passe pas par le cockpit. Donc la bombe est sur son pylône, mais elle va être complètement autonome. Une fois que l'avion part, on n'y touche plus, quoi. Donc il n'y a pas d'interfaçage sophistiqué entre la munition et l'avion. Ça va sans doute changer avec l'arrivée du F-16. Mais le revers de la médaille, c'est que quand c'est simple finalement d'adapter une bombe ou un missile sur un avion russe, parce qu'il s'agit simplement de concevoir une interface mécanique, donc c'est 2 boulons en haut pour accrocher à l'aile ou au support qui existe déjà, 2 boulons en bas qui va sur la bombe ou la munition. Sur un avion à commande de vol électrique où tout passe par des bus de données et tout dialogue avec tout, là c'est plus compliqué parce qu'on touche aux lignes de code en fait. Et c'est peut-être ça qui va complexifier un peu les choses. Mais à terme, il paraît évident que voilà, tout ce qui devrait être adapté sur l'F-16 le sera, quoi. Autre emport aussi que je n'ai pas cité, qui est très important, ce sont les leurres autopropulsés. Et c'est des engins très intéressants. Les Ukrainiens en font un grand usage. Ce sont des engins de petite dimension, comme une bombe propulsée qui va imiter la trajectoire et la signature radar d'un missile de croisière. Donc tu tires ça en avance de phase, les défenses aériennes ennemies les voient, commencent à les tirer pour rien, puisque ce sont des leurres, et d'une part épuisent leurs missiles, et d'autre part dévoilent leur position. Et après, derrière, tu tires tes missiles. Des vrais missiles. Oui. Quand j'ai posé la question du nombre d'avions à partir duquel une flotte est efficace, est-ce que tu peux me donner un ordre de grandeur, Oui, mais alors tout dépend de la mission. Mais peux-tu citer un exemple, juste une mission et un nombre d'avions qui irait bien pour la remplir ?
On voit que là, par exemple, des pays comme la Croatie ou la Serbie achètent 12 Rafales. Donc 12 Rafales, ça permet de faire un escadron, ça permet d'assurer une certaine permanence. Après, ils ne sont pas face à la Russie et ils n'ont pas une ligne de front de 2500 ou 3000 km, je ne sais plus. Enfin, j'ai envie de te dire que plus il y en a, mieux c'est. Ça permet de remplacer des pertes, ça permet d'assurer une permanence. Alors les Ukrainiens, au début, en 2022-2023, parlaient de 200 avions. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient. La France, elle a 225 avions de combat, armée de l'air et marine confondus. Et avec ça, tu peux assurer une certaine panoplie de missions. Tu peux aussi spécialiser certains escadrons dans certaines missions et d'autres dans d'autres missions. Enfin voilà, ça te permet de jouer. Tu as un petit peu plus de pièces sur l'échiquier. Je crois que l'estimation, c'était de 120 ou 140 avions ukrainiens au déclenchement de l'offensive russe en février 2022, pardon. Là-dessus, tu enlèves les pertes au combat. Il y en a eu un paquet. Hein. Il y en a eu plusieurs dizaines d'avions de perdus. Tu enlèves les avions indisponibles et puis tu te retrouves, ça se réduit comme peau de chagrin. Tu as reçu quelques avions de l'extérieur quand même qui ont compensé certaines pertes. Mais on voit que les Ukrainiens sont incapables d'assurer une défense aérienne étanche face aux drones russes. Ils sont incapables aujourd'hui d'aller chercher les avions russes sur la ligne de front. Ça tient aussi à leurs équipements, hein, aux missiles qu'ils ont, dont ils disposent et aux équipements de leurs avions. En 2 mots, on voit que c'est quand même notoirement insuffisant. C'est notoirement insuffisant, à la fois le nombre d'avions et la capacité qu'ont les Ukrainiens de l'utiliser, tu veux dire ? Oui, enfin à la base, le nombre d'avions. Oui. Et puis derrière tout ça, on parle des avions, mais on parle aussi bien sûr des pilotes et des mécaniciens. C'est pas demain la veille qu'il y aura quand même, pour avoir, si tu as 200 avions en ligne, ça veut dire quoi ? Qu'il te faut 300, 350, 400 pilotes formés, et dans un pipeline qui te permet, avec des jeunes qui arrivent, des vieux qui partent, des pertes au combat, enfin. Donc il faut mettre en place un flux quand même assez imposant. Et puis pour les mécanos, tu multiplies le chiffre par 3 ou 4. Donc voilà, c'est une très très grosse machine qu'il faut mettre en route, et ça ne va pas venir du jour au lendemain ni d'une année sur l'autre. Hein. Il faut faire mûrir aussi tous ces gens-là, il faut leur faire passer des qualifications. Le gros souci des Ukrainiens aujourd'hui, c'en est un d'autant plus fort qu'ils ont perdu un élément de valeur, un lieutenant-colonel quand même. Il faut bâtir une pyramide des expériences, des âges et des expériences. Et quand tu démarres ex nihilo comme ça avec une flotte nouvelle, un avion nouveau, qu'en plus il faut que tu changes tous tes référentiels, tes façons de réfléchir, de penser l'avion, de penser la mission, tu passes les avions russes sont par exemple en kilomètre-heure, hein, en Occident on parle en nœuds et en pieds, et eux ils sont en système métrique. Donc il y a énormément de choses comme ça à changer. Ça va venir relativement vite avec les nouvelles générations qui n'auront connu que ça, mais avant que ces nouvelles générations, ces pilotes à l'instruction militaire deviennent pilotes opérationnels, puis sous-chef de patrouille, puis chef de patrouille, et qu'ils grimpent dans la hiérarchie et qu'ils puissent former les jeunes qui viennent après eux, il faut quelques années. Et puis déjà, il faut qu'ils y arrivent, il faut qu'ils survivent. Il faut qu'ils survivent, quelques années. Ouais. Je reviens sur la formation. Qui assure la formation des pilotes et des mécaniciens ukrainiens pour les F-16 ? Je crois que tout le monde s'y met, c'est très fragmenté. Je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont nommé un général hollandais pour coordonner tout ça. Monsieur F-16 Ukraine. Enfin, Monsieur F-16, fournisseur de l'Ukraine. Mais effectivement, les pilotes, on voit qu'il y a une partie de la formation qui se fait en Grande-Bretagne pour les jeunes ab initio. Donc là, c'est des petits jeunes. Après, ils passent en France. Ils sont formés sur AlphaJet. Donc, ils apprennent à aller vite, à aller bas. Ils commencent à manœuvrer aussi, à faire un peu de manœuvre de combat. Et puis après, il passe sur F-16 avec différentes filières aujourd'hui. Il y a une filière américaine qui aura formé une douzaine de pilotes d'ici la fin de l'année. Et puis il y a surtout cette filière qui se met en place en Roumanie, qui sera un peu l'école européenne du F-16, mais qui a été montée à l'instigation, enfin peut-être pas à l'instigation des Ukrainiens, mais enfin avec comme point d'accroche le besoin ukrainien, mais qui va aussi former des pilotes roumains. Et cette école d'ailleurs, qui est le fruit d'un partenariat public-privé et qui sera gérée par Lockheed Martin. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Lockheed Martin, le fabricant. Le fabricant du F-16, oui. Et donc qui va prendre le relais pour la formation des F-16, des pilotes de F-16 ukrainiens, sachant que effectivement ça serait compliqué de former des pilotes ukrainiens sur le territoire ukrainien. Ça serait un peu compliqué. Franck qui nous fait remarquer que le F-16 était un intercepteur léger au départ. Aujourd'hui, c'est un multirôle complet. Oui, ça rejoint ce qu'on disait. Il faut savoir que le F-16 aujourd'hui en est à 50 ans de carrière opérationnelle. Enfin, il a fait son premier vol en 74. On en parlera tout à l'heure peut-être du F-16, de ce qu'il a dans le ventre. Et je cherchais une image pour illustrer ces 50 années et j'ai pensé à Tom Cruise quand même.
Le F-16, c'est un peu le Tom Cruise de l'aviation, Bien. 50 années de carrière. Alors la différence avec Tom Cruise, c'est que Tom Cruise, il n'a pas pris 1 kilo en 50 ans. Le F-16, c'est quand même considérablement alourdi au fil des ans. Ça, c'est la vie des avions. Je sais plus qui disait qu'un avion de combat, ça prend à peu près 50 kilos par an, quoi, comme un être humain. Donne-nous un détail, s'il te plaît. Quand tu dis qu'un avion s'alourdit, un avion de chasse s'alourdit régulièrement au fil des années, c'est parce qu'il gagne en capacité, il gagne en autonomie, en capacité dans le port d'armement. Alors il a plutôt tendance à perdre en autonomie parce qu'il s'alourdit. Mais non, tu vois, on voit sur les images des derniers F-16 cette épine dorsale très large. Alors pas sur celle-là, mais on l'a vu sur d'autres. Parce qu'on ajoute des équipements, quoi. On l'alourdit en ajoutant de plus en plus d'équipements. On lui demande de plus en plus de choses à faire. Le champ d'émission peut-être s'élargit aussi, mais c'est surtout les boîtiers divers et variés qu'on ajoute dans l'avion. On lui demande plus de puissance, donc un réacteur plus lourd. Voilà, donc l'avion s'alourdit pour ça, quoi. Mais le F-16, par exemple, le YF-16 faisait un peu plus de 9 tonnes à vide, le prototype en 74. Le premier avion de série, le F-16A, quand on a ajouté le radar, les boîtes, les machins, les trucs, il avait déjà très vite, hein, parce que très vite, l'US Air Force a dit OK, on veut du F-16, on consent à prendre, parce que l'Air Force, si on fait un tout petit retour en arrière quand même, c'est intéressant cette histoire dans les années 70, l'Air Force a cassé sa tirelire pour se payer le F-15. Elle n'était pas du tout enchantée de voir arriver le F-16 qui était beaucoup moins cher et qui pouvait concurrencer d'une certaine manière le F-15 dans certaines de ses missions. Donc elle a dit OK, on va prendre du F-16. Il y avait de sombres tractations en arrière-plan, mais on va passer dessus, mais on va prendre du F-16. Mais par contre, dès qu'elle a reçu le F-16, elle en a fait un chasseur bombardier. Donc la vocation purement RR du F-16, elle a été mornée, en fait. Elle s'est très vite effacée au profit d'un avion... effectivement, avec en plus une capacité nucléaire, ce qui a encore alourdi l'avion. Donc voilà, l'Air Force a fait du F-16 chasseur léger, un chasseur bombardier nucléaire. On a parlé formation. Donc quand un pilote ukrainien a fini sa formation sur F-16, qu'il est prêt à embarquer dans un F-16 aujourd'hui ukrainien, il a passé combien de temps en formation? Ça se fait longtemps, quelques mois, plus? Je dirais à la louche 2 ans. Ah, quand même. Grosso modo, oui. Si on compte 6 mois, sans compter qu'il faut que le pauvre garçon apprenne à parler anglais aussi. Donc, oui, 2 ans. Et quand tu arrives après 2 ans de formation, c'est-à-dire que tu es passé du vélo au F-16 directement, sans expérience préalable, tu sais pas faire grand-chose. Hein. Tu sais décoller, tu sais atterrir, tu sais faire des tours de piste, tu sais faire quelques missions très simples avec un leader. Voilà, mais après, c'est la partie la plus dure qui commence, c'est la maturation du pilote. Et lui apprendre faire d'un jeune pilote un Jedi, quoi. C'est ça l'idée. Et là, ça prend du temps. Ça prend du temps et on sait historiquement que enfin, c'est ce qui se disait pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il fallait survivre aux 10 premières missions de combat. Si tu survivais, après, tu avais des chances de survivre. Enfin, il fallait passer le cap des 10 missions. Après, tu pouvais souffler et tu avais quand même quelque chance de t'en sortir. Bon, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un autre cas de figure quand même, parce que ça tombait comme un gravelotte, les pilotes. L'espérance de vie était quand même très courte. Il y a un seuil à passer quand même au niveau de l'expérience. Qui fournit les Ukrainiens en pièces de rechange pour leur F-16? Je pense que c'est la communauté des utilisateurs actuels qui fournit les avions déjà. Après, il y a peut-être des circuits qui se mettent en place et dont je ne veux rien savoir et j'espère qu'on n'en saura jamais rien, quoi, parce que c'est quand même des points sensibles, ça. Quand tu peux pas choper les avions sur le champ de bataille, tu essayes de les choper en amont et tu essayes de couper les robinets en amont. On voit que les deux belligérants actuellement visent beaucoup leurs infrastructures énergétiques. Les Ukrainiens ciblent les raffineries. Et pourquoi pas, effectivement, c'est plus simple de taper une raffinerie que d'aller chercher des camions près du front, un par un. Donc on souhaite pour les Ukrainiens qu'il y ait des filières qui se mettent en place, qu'il y ait de l'huile dans les rouages et que tout ça finisse par fonctionner. La même question s'est posée pour les armements terrestres. Hein. Les chars de combat, les véhicules de combat ont une durée de vie assez limitée sur le champ de bataille. Et puis, même s'ils ne sont pas détruits, il faut quand même souvent les ramener en arrière pour les réparer. Alors, tu peux avoir des ateliers en Ukraine, assez simples pour faire l'entretien, mais les interventions les plus lourdes sont en Pologne ou en Allemagne. Là, je parle des blindés de l'OTAN, par exemple. Donc, après, il y aura c'est une vraie question, d'ailleurs. Hein, et comment se fera l'entretien des avions ?
Qu'est-ce qui se fera en Ukraine, qu'est-ce qui se fera à l'étranger. Et jusqu'où ira la patience des Russes de voir des avions ukrainiens quitter l'Ukraine, aller souffler un peu en passant la frontière et puis revenir après au combat, remis à neuf et gonflé à bloc. C'est une ligne rouge de plus. Je ne sais pas si c'est une ligne rouge, parce que je ne suis pas certain que dans une guerre totale comme celle à laquelle on assiste, il y ait des lignes rouges. Ça, c'est je pense que c'est une invention de journaliste ou de politique. Tu fais la guerre, tu fais la guerre. Hein. Je pense que c'est une ligne rouge des Occidentaux. Accepter l'entretien des F-16 sur le territoire d'un pays de l'OTAN, par exemple. Oui, mais ça, je crois que c'est acquis déjà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu... je ne sais plus si c'est les Américains ou l'OTAN qui ont accepté le principe d'avoir des prestataires privés pour la maintenance des avions en Ukraine. Des civils non ukrainiens qui seraient en Ukraine pour entretenir les avions. J'espère que les gars seront bien payés parce eux aussi seront des cibles prioritaires. Le F-16, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un avion qui a volé pour la première fois dans les années 70. Premier vol 74, première livraison. C'était en quelle année ? 77, c'est ça ? Je ne sais pas si j'ai pas révisé ça, mais dans ces eaux-là, oui, ça paraît à peu près logique. Ouais. Alors, est-ce que néanmoins, ce sont des avions récents qu'ont reçus les Ukrainiens ? Alors, regarde, voilà, l'image est fascinante. C'est le vrai faux premier vol du YF-16, c'est-à-dire qu'il a eu un problème de commande de vol électrique qui n'était pas très bien calibré. Le pilote, faut dire que c'était le premier avion de chasse avec un mini-manche latéral, commande de vol électrique et tout le bazar. Et la jauge de contrainte ou de défaut, était pas très bien calibré, donc le pilote a commencé à passer d'une aile sur l'autre. Voilà. C'était un essai de roulage à grande vitesse, et plutôt que de casser l'avion, il s'est dit je décolle et je m'écarte du sol, puisqu'effectivement il avait un problème près du sol. Donc il a fait ce premier tour de piste qui n'était pas du tout prévu, et le premier vol officiel il l'a fait quelques temps après. Mais on voit le saumon d'aile qui est venu racler quand même le bord de la piste. Il a eu très très chaud. D'ailleurs, les premiers vols d'avion à commande de vol électrique, les Américains ont perdu un F-22, commande de vol électrique. Les Suédois ont perdu un prototype Gripen aussi, commande de vol électrique. Et puis, il y a la maison d'assaut qui a tout fait ça très bien avec son Mirage 2000 et le Rafale. Voilà, c'est le vrai patron des commandes de vol électrique. Sinon, ta question, c'était... Ma question, c'était sur les avions. Sont-ils des avions récents ? Les avions reçus par les Ukrainiens sont-ils récents ? Alors oui et non. Non, parce qu'ils font partie des premiers blocs de F-16 livrés aux pays européens dans les années 80. Premier bloc, ça veut dire les premières versions, c'est ça ? Oui, les premières versions, oui. Mais oui, parce qu'ils ont été modernisés, ils ont profité de ce qu'on appelle la MLU, modernisation à mi-vie. Et puis dans cette MLU, il y a eu différentes étapes, M2, M3, M4, M5. Et alors, on ne sait pas précisément ce qu'ils ont dans le ventre. Ça, c'est les pays qui les donnent, qui savent exactement ce qu'il y a dans le ventre de ces avions. Mais on sait quand même que c'est un avion très capable, qui est capable de mettre en œuvre toute la palette d'armement actuelle. On l'a vu sur les images de la livraison avec Zelensky, les pilotes sont équipés du viseur de casque. Donc à la base, c'est un avion qui est équivalent à peu près au bloc 50 d'aujourd'hui, qui a la capacité de recevoir la liaison 16. On ne sait pas s'ils vont l'utiliser précisément ou pas. La liaison 16, c'est une liaison de communication ? C'est une liaison de données qui permet de communiquer, de recevoir et d'envoyer des informations sans passer par la radio voice, sans passer par la voix. C'est-à-dire on envoie des 0 et des 1, comme sur Internet. Et la L16 se fait, c'est comme une boucle WhatsApp en fait, tu as des abonnés, tu rentres et voilà. Et puis tu échanges après, mais bon. Voilà, donc ce sont des avions quand même très capables. Le radar aussi a été modernisé. Il y a un gros point d'interrogation sur leur véritable capacité en matière d'autoprotection et de guerre électronique aussi. Ça, c'est pareil, moins on en dit, moins les Ukrainiens en disent, mieux ils se portent, bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est que on le voit d'abord sur les images de la réception des avions par les Ukrainiens, et ils sont équipés de contre-mesures d'origine danoise qui sont intégrées dans des pylônes d'emport. Autoprotection contre les missiles infrarouges, autoprotection contre les missiles électromagnétiques, un guidage radar, qui est un petit peu pas le nec plus ultra peut-être, mais un très très bon état de l'art pour le S-16. Donc les Européens ne se sont pas moqués sont pas foutus de la gueule des Ukrainiens, on va dire. Ensuite, les Américains ont officialisé le fait que aussi ils ont une unité qui est spécialisée dans la constitution des bibliothèques de menaces et
et la modernisation des contre-mesures électroniques. Et cette unité a officiellement annoncé que les F-16 ukrainiens faisaient partie aussi de leur portfolio de clients, entre guillemets, au même titre que d'autres utilisateurs de l'avion. Donc ça veut dire que là, en s'adossant au F-16, en choisissant le F-16, les Ukrainiens s'adossent à des capacités de modernisation constante de leur capacité de contre-mesure électronique. Donc les avions sont capables de prendre en compte des nouvelles menaces. Face aux menaces, de réagir a priori assez vite. Ce qui était intéressant aussi, c'est que les Américains n'avaient pas l'habitude de travailler sur les avions au standard européen, sur ces F-16-là, donc ils ont dû apprendre un petit peu, comprendre ce qu'ils avaient dans le ventre et puis travailler dessus. Ils l'ont fait très vite, apparemment ils ont mis beaucoup de bonne volonté là-dessus. Et puis ça marche dans les deux sens, enfin je pense, et ça ils le disent pas, mais dans la mesure où tu t'engages à aider les Ukrainiens à améliorer leur capacité de guerre électronique, en même temps tu vas ramasser beaucoup d'informations sur ce dont dispose l'adversaire. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Donc les Américains vont en apprendre beaucoup sur les Russes grâce bien sûr, aux F-16 ukrainiens. Bien sûr, les F-16 reviendront avec des enregistrements sympathiques, on va dire. Ces enregistrements, ils sont à destination des Américains, de l'OTAN. Comment il faut comprendre qui reçoit les Américains, l'OTAN, c'est un peu les Américains. Mais est-ce que les autres pays de l'OTAN ont accès directement aux informations recueillies par les F-16 ? C'est une bonne question. Il y a des groupes d'utilisateurs au sein de l'OTAN, bien sûr. Alors on ne se dit pas tout entre pays de l'OTAN. On garde toujours, quand tu as des exercices entre la France, les Britanniques et les Hollandais ou les Américains, tu joues certaines capacités, mais tu donnes pas tout parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, et tu gardes toujours ta partie de souveraineté nationale sur certains équipements, sur certaines capacités de tes avions. C'est pour ça que tu joues toujours des missiles génériques. Voilà, c'est comme dans la cour de récréation. Tu dis, toi tu feras ci, toi tu feras ça, tu auras le droit de faire ci, mais pas ça. Et puis, mais tu vas pas jouer les performances précises des équipements que tu as à bord. Et ça vaut pour les armements, ça vaut pour les systèmes embarqués, les radars, la contre-mesure électronique, et tout ça. Ça joue aussi, c'est aussi valable d'ailleurs, parce que quand tu vas vendre après ton avion à l'export, tu vends un avion, ton client, tu lui vends quelque chose qui n'a pas été diffusé à l'extérieur. Tu lui vends quelque chose de propre. Tu vas pas lui vendre un avion en disant au fait, les Américains ils savent tout sur l'avion aussi. Et puis voilà. Dans ce monde de brut, il y a toujours un petit peu d'honnêteté intellectuelle à préserver. Tout ça pour dire que l'information, alors les Américains a priori se servent les premiers, et puis ils redistribuent ce qu'ils veulent redistribuer. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Je suis même pas sûr qu'un avion belge ou un avion hollandais, les informations remontent en premier aux Hollandais ou aux Belges. Enfin, je sais pas. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est les Américains qui font le tri des patates. Donc ces avions, qui pour résumer, sont à un niveau très correct en termes de performance et d'équipement, si je comprends bien, vraiment au goût du jour, livrés aux Ukrainiens. Ces avions, est-ce qu'ils avaient déjà combattu sous leur précédente cocarde? Bien sûr. Oui, je reviens sur le très correct. Je pense de toute façon que les Ukrainiens changent de siècle avec ces appareils. Les MiG-29 et Sukhoi 27 dont ils disposaient, Sukhoi 24 aussi, étaient des avions qui avaient été assez peu modernisés, qui n'étaient pas du tout au niveau des Sukhoi 30 russes. Un indice, c'est que les Ukrainiens, par exemple, n'avaient pas de missiles à longue portée. Là, ils ne reçoivent pas le Nec Plus Ultra. Par exemple, on voit sur les images de la réception avec Zelensky qu'ils ont des missiles à IM-120, les AMRAAM. Les AMRAAM, c'est comme le F-16, il y a eu différentes évolutions. C'est un missile qui est rentré en service pendant la première guerre du Golfe, en 91. Depuis 30 ans, c'est un missile qui a beaucoup évolué. Il est évident que les Ukrainiens ne vont pas recevoir la toute dernière version, d'une part parce que c'est une version qui est quand même relativement secrète, et les Américains n'ont pas envie de voir un missile qui partirait se balader, qui tomberait dans un champ de pommes de terre russes et qui se ferait après autopsier. Les Sidewinder aussi, c'est pareil. Mais ils ont c'est quand même un gain énorme pour eux par rapport à la génération d'avions. Ensuite, tu posais la question de l'expérience déjà acquise. Oui, l'avion est entré en service, parti au combat très vite après son entrée en service avec les Israéliens. C'est un peu la spécialité des Israéliens. Dès qu'ils touchent un nouvel avion, pouf, dans les mois suivants, ça part au combat. Et on se souvient ou on se souvient pas du raid contre la centrale nucléaire d'Ozirak. C'était en 81, la centrale nucléaire d'Ozirak vendue par la France à son grand ami Saddam Hussein à l'époque. Qui dirigeait l'Irak à l'époque. Qui avait
potentiellement, c'était le grief des Israéliens, on va dire, de pouvoir fournir de l'uranium enrichi pour fabriquer à terme une bombe. C'est vrai qu'on pourrait se demander, mais pourquoi l'Irak, assis sur un océan de pétrole, a besoin d'une centrale nucléaire, mais ça, c'est autre chose. Voilà, les F-16 israéliens participent au bombardement de la centrale irakienne d'Ozirak en 81. Ça, c'est le coup d'envoi. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Depuis 40 ans, les F-16 sont fourrés au moulin, sous les couleurs américaines, sous les couleurs israéliennes, sous les couleurs européennes aussi, puisque les Hollandais, notamment, les Belges aussi, je crois, plusieurs pays européens ont participé aux opérations contre l'ex-Yougoslavie. Il y a une victoire aérienne qui a été remportée par un avion hollandais, notamment. Ils ont été aussi utilisés par des utilisateurs du Proche-Orient au Yémen. C'est difficile de trouver un pays qui ne les a pas utilisés au combat. Enfin, il y en a eu, bien sûr, mais l'avion a été très, très utilisé partout. Ouais. Il y en a eu abattus aussi. Les F-16 ont eu de très bons scores au combat, mais il y a eu l'épisode Scott O'Grady, le pilote américain abattu en Bosnie, peu de temps après le F-117, je crois. Il y a eu ce malheureux pilote jordanien aussi, je crois, qui est tombé sur panne, il me semble, en Irak ou en Syrie, qui a été capturé, là, qui a eu une fin atroce contre l'État islamique. Je crois que c'était un F-16. Autre combat intéressant aussi, les avions en couleur pakistanaise qui ont abattu des avions afghans du temps de l'occupation russe. Il y a eu ce F-16 turc, un ou deux peut-être, qui alors lui est tombé tout seul c'était pas des affrontements, il se fritait un petit peu avec les Grecs au-dessus de la mer d'Égée, puis de temps en temps il se courait tellement bien après qu'il y en a un qui décrochait et qui tombait dans l'eau. Supériorité des commandes de vol du Mirage 2000 par rapport au F-16 aussi dans ce cas-là. On a retrouvé le F-16 dans tous les coups un peu chauds de la planète ces 40 dernières années. Ouais. Est-ce qu'on parlait des équipements du F-16 livré aux Ukrainiens? Bon, c'est pas tout, mais est-ce que certains équipements ont été enlevés justement des F-16 livrés aux Ukrainiens? Très certainement des modules de cryptage de la radio. Ces modules de cryptage qui sont apparus, par exemple, c'est arrivé assez tard du côté français. C'est quand on est parti faire la guerre avec les Américains en Afghanistan, les Mirage 2000 ont commencé à recevoir des modules de cryptage pour être interopérables sur certaines fréquences avec les autres avions de l'OTAN qui étaient dans le pays. Ah, donc tu veux dire que c'est un équipement spécifique à l'OTAN et qu'on ne peut pas donner ou pas encore? On leur donnera quand ils feront partie de l'OTAN. On n'a pas envie d'abord, je pense qu'il y a deux volets dans cette affaire, on n'a pas envie de trop les associer à l'OTAN, et puis on n'a pas envie non plus qu'ils aillent perdre un avion bêtement là où il ne faut pas. C'est pour ça d'ailleurs que les F-16, et pour des questions d'image aussi, c'est pour ça que les F-16 n'iront sans doute pas s'aventurer trop près de la ligne de front, parce qu'on veut. Voilà, on ne voudrait pas avoir une épave fumante avec des soldats russes dessus en train de rigoler. Donc je crois que c'est Zelensky qui avait indiqué clairement, ou le chef d'état-major ukrainien qui avait indiqué, non c'est le chef d'état-major ukrainien qui avait indiqué clairement que les avions ne s'approcheraient pas à moins de 50 km de la ligne de front. Voilà, c'est une chose, donc des modules cryptage. L'IFF qui est un outil complexe d'identification ami-ennemi, qui a peut-être joué un rôle, on ne sait pas encore, mais il y a beaucoup d'hypothèses sur la perte du premier avion. Est-ce que l'IFF était sur on, sur off? Est-ce qu'il marchait, est-ce qu'il ne marchait pas? Est-ce qu'ils avaient les bons codes? Est-ce qu'il n'a pas été brouillé? Parce que tout ça passe par les ondes hertziennes. Donc l'IFF, c'est un truc, c'est un peu comme le code de carte bleue avec les 3 chiffres derrière. C'est une chose à laquelle on fait très très attention parce que un avion avec les codes IFF de l'ennemi peut passer pour un avion ami. Donc il y a ça. Alors à propos d'IFF, on avait une question pour le chat. Bah oui, alors moi quand je vois cette image, j'ai pas trouvé la réponse sur internet, mais pourquoi d'abord cette verrière jaune? On dirait que le pilote a fumé pendant 10 ans dans l'avion, ou enfin je sais pas où, qu'elle a mal vieilli au soleil. Donc là on est sur la réception officielle. Sur l'aire de stationnement où étaient les avions lors de la réception. Il y avait 2 avions en arrière-plan, donc celui qui est derrière et puis celui qu'on voit en gros plan. Pourquoi cette verrière jaune? Alors ça, je suis perplexe, je sais pas. Et puis les antennes aussi, ce que les Américains appellent le bird slicer, qui est les 4 petites antennes sur le nez de l'avion, juste devant la verrière, qui a une forme un peu bizarre. C'est les antennes de l'IFF, ça, je crois bien, et qui a une forme bizarre. Elles sont pas comme ça sur les avions. Alors, est-ce que c'est un bricolage? Est-ce que cet avion est vraiment en état de vol? Est-ce qu'il va être utilisé? Est-ce que c'est un avion qui est hors d'usage, qui a été tiré d'un parc à ferraille, qui a été repeint, pimpant et qui servira de leurre? Enfin, je sais pas. Si vous avez des idées, écrivez-nous et puis on vous répondra. Les antennes de l'IFF, ce système de reconnaissance ami-ennemi, qui ont une forme inhabituelle, là, qui sont sur cette photo plus haute que la normale. Oui, la forme bizarre. Et puis on voit d'ailleurs, c'est pas mal sur le flanc de l'avion aussi, on voit un phare de police.
ce qui indique la provenance de l'avion, qui est a priori ex-danois, qui était équipé de ce phare. Les Danois utilisaient leurs avions pour faire la police du ciel. C'est ce qu'on appelle un phare de police. C'est un phare qui sert à identifier la nuit de visu, à identifier visuellement un avion que tu aurais intercepté. Et il éclaire latéralement, si je te comprends bien, si je vois bien. 45 degrés, enfin. Le Mirage F1 avait ça, le Mirage 2000 a ça aussi. Le Mirage 2000, c'est un truc qui est sur l'entrée d'air et qui se déploie. M. Chauve-souris demande, est-ce que le problème de formation des pilotes peut expliquer le faible nombre d'avions ukrainiens ? Alors, oui, c'est une bonne question. On marche sur deux jambes, de toute façon, la jambe du pilote et la jambe de l'avion. Donc, on essaie de faire coïncider les choses. Ce qui va nous mener d'ailleurs à un point suivant, mais ça sert à rien d'avoir 80 avions dans le pays si tu n'as que 6 pilotes et tu as des avions qui sèchent et qui peuvent être détruits. Donc, bien sûr, les deux choses sont liées. Quand ils auront une quarantaine de pilotes formés, on peut estimer qu'ils auront 20, 30 avions peut-être utilisables. Grosso modo, le ratio, c'est 2 pilotes par avion, quoi. Tu parlais du nombre d'avions et des avions qui peuvent rester au sol s'il n'y a pas assez de pilotes. Et au passage, est-ce que ce sont des cibles privilégiées, j'imagine, ces avions stationnés pour les Russes ? Comment faire pour éviter d'être la cible de bombardement russe ? Alors, il y a un truc qu'on adore, les Russes sont extraordinaires, moi je les aime beaucoup pour ça, c'est qu'ils n'ont pas de complexe. Ils sont désinhibés, comme disait un grand militaire français récemment. Ils sont complètement... Mais ils sont très méridionaux, en fait. On les prend pour des gens de l'Est et d'Extrême-Orient, mais non, c'est vraiment des méridionaux. Les Russes ont déjà promis une prime au premier qui arriverait à bousiller un F-16, au sol, en vol, sous terre, enfin, comme tu veux. Donc, après, ils promettent beaucoup de primes. Ils versent pas toujours les primes aux veuves. Mais voilà, donc c'est pour dire un peu l'état d'esprit. C'est pour dire qu'ils attendent vraiment la première vidéo où on va voir le drone suicide, on va pas dire kamikaze, premier drone suicide qui va venir percuter un F-16. Alors après, la vidéo sera à prendre avec des pincettes, parce qu'un F-16 bien isolé au milieu d'un parking, ça pue un peu le leur quand même. On a vu déjà des précédents avec les Sukhoi 25. On peut aussi parier qu'ils ont des équipes de mecs qui tournent déjà en Ukraine à pied, discrètement, ou à vélo, ou en voiture, pour essayer de voir où sont basés les F-16. La grosse contrainte des Ukrainiens, j'espère que pour eux qu'ils l'ont préparé, c'est que d'abord ils vont devoir les protéger, si possible, sous des abris en dur, et pas les laisser, et même entre des merlons ça suffira pas, parce que l'attaque vient du ciel directement sur l'avion, donc sous des abris blindés. Première chose, qu'ils vont aussi, et ça ils le font déjà pour leurs avions, les bouger sans arrêt, c'est-à-dire que peut-être pas plus d'une journée sur place, quoi. L'avion se pose, il refuel, il réarme, il repart ailleurs, il fait sa mission, il revient, il se pose sur un troisième terrain, enfin il va falloir que ça bouge sans arrêt, parce que la menace est permanente. On dit que le champ de bataille ukrainien est transparent. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que c'est pratiquement une mission impossible de cacher quoi que ce soit à l'adversaire. Avec des drones, tous les drones ne sont pas... c'est très compliqué d'intercepter des drones qui pèsent 100 kg et qui volent à 2000 mètres d'altitude, enfin qui font pas de bruit. C'est mission impossible pratiquement. C'est ce qu'essayent de faire les Ukrainiens avec des avions comme les Yak-52, là, qui sont des avions hélices en mettant un tireur à l'arrière. Peut-être qu'on va en revenir d'ailleurs à ce que faisaient les Allemands pendant la guerre. Les Allemands étaient obligés de protéger les aéroports, les bases ou les morceaux d'autoroute à partir desquels opéraient les Messerschmitt 262. Parce que les Messerschmitt ne pouvaient être chopés par les Américains qu'en phase de décollage ou d'atterrissage. Quand ils étaient vulnérables en vol, ils étaient très compliqués à attraper parce qu'ils allaient trop vite. Et donc, en préalable à l'atterrissage, avant que les Messerschmitt reviennent se poser, les Allemands faisaient décoller des patrouilles spécifiques d'avions classiques, des Focke-Wulf 190 notamment, pour protéger les abords des terrains et permettre aux Messerschmitt de se poser relativement tranquillement, pour éviter qu'ils soient interceptés, roues sorties, volets sortis en courte finale. Et les Ukrainiens en seront peut-être aussi à pratiquer ce genre de choses, c'est-à-dire à faire décoller des avions de protection contre les drones de surveillance. Là, on ne parle pas d'intercepter des missiles balistiques, mais au moins des drones de surveillance pour nettoyer un peu le ciel, faire un peu le ménage et se poser plus discrètement. Ce serait une organisation impressionnante. Moi, je m'interroge très souvent sur la quantité de bonhommes que tout ça mobilise. Par exemple, sur les attaques de drones russes en Ukraine, les drones Shed d'origine iranienne, qui attaquent par paquets de 10 ou de 50, qui viennent de différents vecteurs, enfin qui ont des routes préprogrammées, qui les font contourner les défenses aériennes, enfin... Et l'Ukraine a mis en place des dizaines d'équipes de bonhommes montés sur des pick-up avec des mitrailleuses lourdes
et a vu qui ont certains résultats, mais il y a des voix en Ukraine qui demandent mais pourquoi est-ce que c'est vraiment rentable, parce que tout ça mobilise des milliers de personnes qui seraient peut-être plus utiles sur le front, même si on chope de temps en temps un drone. Est-ce qu'il ne faut pas garder tous ces bonhommes et toute cette force humaine à un emploi plus rentable? En parlant de quantité, pas côté ressources humaines, mais côté munitions cette fois, depuis pratiquement le début et plus spécifiquement depuis quelques mois, les Ukrainiens sont beaucoup plaints du manque de munitions, notamment à cause de livraisons insuffisantes des pays occidentaux. Est-ce qu'ils peuvent espérer avoir assez de munitions pour leur F-16 missiles et autres, tu vas nous dire? Oui et non, pour ne pas changer. Oui, parce qu'on revient à l'idée de la communauté F-16, qui est très très large. Les missiles qu'on a vus, AIM-9 et AIM-120, le Sidewinder et l'AMRAAM, sont des missiles extrêmement répandus en Europe, sont des missiles qui évoluent constamment. Donc forcément, il y a toujours une génération un peu de retard, une génération qui est déclassée au profit d'une nouvelle qui arrive. L'AIM-9X, qui est aujourd'hui le Sidewinder qui est en service, qui rentre en service, vient remplacer le L et le M. Peut-être le P, mais j'ai un doute. Au moins le M, qui est extrêmement répandu en OTAN. Les missiles sont une date de péremption aussi. Ils s'usent si on s'en sert pas. Ils s'usent quand on les transporte, quand on fait des missions de protection, qu'on les met en mode veille, par exemple. Enfin, voilà, il y a des pièces d'usure quand même dedans. Donc soit le missile, à la fin, tu le jettes, ou tu le tires, ou tu le rénoves. Et ça coûte moins cher finalement de le tirer. Parce qu'en plus, tu n'as pas de dépollution, tu n'as pas à le démonter, tu n'as pas à le rénover, donc c'est tout bénéfice. C'est comme ça qu'on a donné des missiles de croisière Scalp, c'était bien pratique, parce que ça évitait d'avoir à les démonter et à les dépolluer. Donc on les a donnés aux Ukrainiens. Et des missiles comme ça, il y en a plusieurs milliers en Europe. Donc il y a un stock assez phénoménal. Ce sont des missiles aussi qui sont utilisés par la défense antiaérienne ukrainienne, qui sont tirés en mode solaire, le Sidewinder et l'AMRAAM. Donc ce sont des missiles qui sont connus par les techniciens et les armuriers ukrainiens. Ça aussi, c'est très important. Donc l'AIM-120, pareil, l'AMRAAM, les Américains en sont à la version Charlie 7 ou Delta, qui sont des versions de plus en plus sophistiquées, qui prennent en compte les nouvelles menaces, qui gagnent en portée, enfin, ainsi de suite. Et donc, en dessous de ça, tu as les versions Bravo et Charlie qui sont de facto disponibles pour les Ukrainiens. Donc il y a du stock, oui. Après, ce qu'on leur donnera, c'est autre chose. Mais je pense que oui. On peut dire un mot de la... Alors, je sais pas si je prononce bien, c'est AASM ou A2SM? A2SM. A2SM. Oui. Alors, rappelle-nous ce que c'est. Qui en a promis? Alors, c'est une munition française qui était produite par Sagem, groupe Safran, qui est produite toujours par Sagem, groupe Safran. Enfin, maintenant, ça s'appelle plus Sagem. Ça a changé, Safran quelque chose. Et munition très intéressante à l'époque où elle était sortie, parce qu'effectivement, elle combinait différents modes de guidage avec cette bombe de différents calibres. Il y a 250, 500, 1000 kilos, et surtout une propulsion. La propulsion, ça permet quoi? Ça permet de tirer à distance de sécurité. Tout dépend après de la vitesse à laquelle et de l'altitude à laquelle tu tires la munition. Si tu la tires en allant vite et en altitude, tu l'envoies beaucoup plus loin que si tu la tires en basse altitude, forcément. Mais c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Différents modes de guidage. Donc tu as la centrale inertielle qui est tirée sur toutes les bombes, et puis tu peux avoir un guidage GPS, tu peux avoir un guidage laser, tu peux avoir un guidage reconnaissance à imagerie, une combinaison de tout ça. Dans un contexte de brouillage, est-ce que le guidage GPS peut être utilisé en Ukraine? L'intérêt, c'est d'avoir effectivement ces différentes solutions. Dans un contexte de brouillage, tu vas laisser tomber le GPS, tu vas utiliser la centrale inertielle, tu vas utiliser le pointage laser. Je ne pense pas que les Ukrainiens utilisent de munitions à guidage laser, mais il est évident qu'avec le F-16, ils vont le faire. Ils vont recevoir des pods de guidage laser et ils pourront tirer. Le guidage laser, c'est quand même compliqué parce que c'est pas utilisable déjà si on te dit ton avion, tu l'approches pas à moins de 50 km de la ligne de front, donc c'est mort. Le guidage laser impose pratiquement d'être au-dessus de la cible ou à quelques kilomètres de la cible, et c'est pas une situation d'avenir en Ukraine. Donc c'est pour ça que pour l'instant on n'en parle pas trop du guidage laser en Ukraine. On s'aperçoit qu'en conflit de haute intensité, ça passe pas trop. Pour tirer du bédouin à mobilette, c'est bien, ou du taliban, mais voilà. Donc la 2SM, production française. Très bonne munition, sans doute un peu cher comme tout ce qu'on fait en France, parce qu'il faut payer le comité d'entreprise de ces belles boîtes quand même. Puis exporter aussi, c'est une munition qui au début était réservée au Rafale. Donc pour l'avoir, il fallait acheter du Rafale, ou quand tu achetais du Rafale, tu avais la munition. Et c'est une munition très intelligente. Après, depuis, elle a été greffée sur d'autres avions. Il y a eu des vols au moins des emports
des tirs aussi, je pense, depuis le F-16. Je ne sais pas si elle est véritablement qualifiée sur le F-16, mais enfin, il y a eu des emports sur F-16. Elle est qualifiée sur les Mirage F1 marocains, modernisés, les Mirage F1 modernisés marocains. Donc, on a vu qu'elle était tirée par les MiG-29 ukrainiens. Et puis, elle est en service, a priori, dans la plupart des pays acheteurs du Rafale. Donc, une mission adaptable. Et la France en a promis, en a donné? Elle en donne, elle en promet, elle en a promis, elle les donne, on espère, 50 par mois, ce qui est très très peu. 50 munitions par mois, c'est très peu. Mais c'est mieux que rien, parce que sur certaines cibles particulières de haute valeur, je pense pas qu'on s'amuse à l'utiliser pour bombarder des tranchées, mais on va l'utiliser pour viser un lance-missile solaire, on va l'utiliser pour un dépôt de munitions, pour un pont, voilà, pour des choses comme ça. C'est intéressant parce qu'on a vu il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui tournait là, d'un MiG-29 qui tirait deux bombes en basse altitude, et c'est tout à fait le scénario d'emploi de la 2SM. C'est ça qu'elle permet aussi. Elle permet à l'avion de rester masqué. C'est un gage de survie, de rester masqué, de tirer, de faire une ressource, de tirer ses bombes, et puis de repartir au ras du sol en évitant d'être repéré par les radars russes, parce que la propulsion se met en route, et puis ta bombe, elle va faire 20-30 km avec sa propulsion. La vidéo était pas mal aussi, parce qu'on voyait que la première partait à peu près droite, et puis la deuxième, l'avion était loin d'avoir les ailes à plat, et il était avec une belle inclinaison. La bombe quittait l'avion, alors qu'il avait encore une belle inclinaison. C'était un cas de figure un peu borderline, quoi. Mais c'est comme ça qu'on fait la guerre, en fait. Et la bombe avait une chance d'atteindre sa cible avec une position de départ. Oui, la position de départ, peu importe. Enfin, peu importe pour la bombe. La bombe, retrouve les petits, c'est pour l'avion que c'est dangereux. Il y a une épure qui permet de dire, voilà, tant que tu tires la bombe comme ça, les ailes à plat ou avec 10 degrés d'inclinaison, ça part. Et après, plus tu vas tirer avec une inclinaison forte, plus tu prends des risques. Parce que c'est tout le problème de la séparation de la bombe avec l'avion, quoi. Alors, entre-temps, le chat qui nous aide, Safran Electronics and Defense, Kata2442 qui nous demande est-ce que le Danemark a des A2SM, pardon. Non, je crois pas, puisque le Danemark, non, il n'y a pas de raison qu'il en ait, puisque le Danemark a des F-16 et que la bombe, à ma connaissance, n'est pas qualifiée sur le F-16. Elle a été emportée, mais bon, c'est des choses qui peuvent se faire, qui vont se faire d'ailleurs. Et Kata2442 qui dit la verrière jaune serait une fine couche dorée dans la verrière pour des raisons de furtivité. C'est ce que j'ai lu. Je suis pas convaincu, mais c'est peut-être ça. Mais pourquoi pas sur les autres alors à ce moment-là, ceux qu'on nous a montrés? Pourquoi sur celui-là? Les Mirage 2000D au début de leur carrière aussi avec cette fine couche d'or sur les verrières pour échapper au radar, et puis ça a été enlevé parce qu'on s'est aperçu que soit ça coûtait trop cher, soit ça servait, le rapport coût-efficacité n'était pas super optimal. Ça doit quand même un peu gêner la vision du pilote parce qu'elle quand même, elle semble bien épaisse. Je ne sais pas comment ça se passe aussi quand le pilote, parce que ces F-16 là sont qualifiés, bien sûr les Ukrainiens vont le faire, mais ils sont qualifiés pour le vol au JVN, aux jumelles de vision nocturne. L'interaction avec les JVN, c'est une question intéressante. Alors certains F-16, aujourd'hui il y a des standards de F-16 qui ont été aussi traités avec des peintures un peu spécifiques pour réduire la signature radar. Ça aussi, je ne sais pas si les Ukrainiens vont en bénéficier ou pas. Mais l'hypothèse, à prendre avec des pincettes, l'hypothèse de la signature radar. Oui. J'avais oublié de poser la question des mercenaires éventuels. Est-ce qu'on peut envisager des pilotes d'autres pays sur des F-16 ukrainiens? Alors, on peut l'envisager. Je pense que plein de monde l'envisage. Si ça ne tenait qu'à moi. Mais il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte. Et en fait, on s'aperçoit que le métier de mercenaire en matière aéronautique est le plus vieux métier du monde, presque. Dès les débuts de l'aéronautique, forcément, il n'y avait pas d'avion militaire, il n'y avait pas de cadre légal pour une utilisation pour un emploi militaire. Et les premiers pilotes étaient des civils qui se vendaient. Et notamment, c'était le cas avant la Première Guerre mondiale au Mexique. Il y a la révolution mexicaine et le gouvernement mexicain avait loué des avions avec je crois que le père Roland Garros était dans le coup déjà à l'époque. Il y avait des Morane, pas des Morane, des Blériot 11. Bon, puis voilà. Donc c'est une très très vieille histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Tous les conflits, il y a eu pratiquement des mercenaires, on en a vu dans tous les conflits, ou des volontaires étrangers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais les tigres volants sont les plus célèbres. Il y a eu des conflits, des mercenaires en Afrique, dans tous les conflits, Afrique australe, voilà, partout. Et alors là, pour le coup, ce seraient des gens déjà formés, ce seraient des gens avec déjà de l'expérience sur F-16, donc qui n'auraient pas
pas à passer par la longue filière de formation. Ce serait déjà des mercenaires qui proposeraient leur service de pilotes expérimentés. Oui, bien sûr, et qui ferait gagner beaucoup de temps et de sueur et de larmes aux Ukrainiens, je pense. Ouais. Avec toujours ce bémol qu'effectivement, il serait quand même malvenu qu'ils aillent se balader du côté de la ligne de front et même en Russie, quoi. Parce que alors là, pour le coup, ça ferait mauvais effet à la télé et sur Internet. Création de l'État d'Israël, bien sûr. C'était des pilotes qui sortaient de la guerre et qui sont venus se battre. On a le Biafra, le Congo, le Katanga, le Moyen-Orient. Et même, sans parler des conflits, on s'aperçoit ou on ne s'aperçoit pas, mais allez, pour le coup, je le place. Il faut savoir que pas mal de forces aériennes dans le monde aujourd'hui, pour faire face à la pénurie de pilotes, engagent des pilotes étrangers. Il y en a qui s'en cachent pas, c'est par exemple l'Australie. L'Australie qui fait beaucoup appel à des pilotes anglo-saxons. Tu tapes un coup de pied dans un fourré sur une base australienne et puis tu as un Anglais ou 2 Anglais qui sortent. Donc ça, c'est une chose. Et puis il y en a d'autres qui sont plus discrets. Il y a des forces du Moyen-Orient ou du Proche-Orient qui utilisent énormément de pilotes étrangers pour mettre en œuvre leurs avions. Alors là, pour le coup, ce ne sont pas des volontaires. C'est vraiment du mercenariat légal, on va dire, mais il y a des bons salaires à la clé. Puis cette histoire aussi de pilotes occidentaux qui allaient en Chine pour servir d'instructeurs. Bon, là, on n'est pas dans des unités de combat, mais on touche quand même à quelque chose d'un peu sensible. Il s'agit d'aller entraîner de futurs pilotes de combat chinois, quoi. Ça craint. Puisque les avions vont rester en retrait, en tout cas, on leur a demandé aux pilotes de rester en retrait, plusieurs dizaines de kilomètres en retrait de la ligne de front. Ça veut dire qu'ils ont peu de chances, ces F-16, ils ont peu de chances de se trouver face à des avions russes comparables. Ils seront face, mais face de loin. Donc, pour l'instant, après, on peut faire confiance aux Ukrainiens pour peut-être essayer de monter des coups de main, des raids, comme ils l'ont fait dans d'autres domaines, avec d'autres armements. Et pourquoi pas essayer de piéger ou de Sukhoi ou un AWACS ou quelques cibles bien juteuses. Mais ça sera du domaine du coup de main pour l'instant, quoi. Quand ils en auront 200, ils pourront se permettre d'aller sur la frontière et puis attendre de pied ferme l'ennemi. Mais aujourd'hui, non, c'est hors de portée pour eux. Les amis de la Team Replay, si vous nous regardez en replay, sachez que nous sommes en direct le mardi à midi. On revient au sujet du jour. Est-ce qu'on peut parler un peu d'autres avions militaires livrés ou qui seront livrés ou qui seraient livrés aux Ukrainiens? Est-ce qu'on peut parler d'avions radars suédois? Avions radars suédois, pardon. Ah, ça va aller vite, j'en sais rien du tout. Okay. Pareil, les Suédois ont promis quelque chose quand même. Les Suédois ont promis deux avions, même leurs 2 avions, leurs 2 Saab 340 aménagés en avions radar. Plus que radar d'ailleurs, poste de commandement. C'est un peu l'équivalent du Hawkeye de la marine, c'est-à-dire c'est un équipage de 2 personnes et puis derrière je crois que tu as 3 opérateurs, 3 ou 4 opérateurs. Ça leur apporterait pas mal de choses. Ça leur apporterait aussi un bon paquet de soucis parce que cet avion-là aussi, il faudrait d'abord aussi former l'équipage et ça c'est compliqué aussi de former un équipage d'un avion radar. Ça prend du temps, voilà. Et puis il faudrait le protéger en vol, ça c'est à la limite, c'est pas là qu'il serait le plus vulnérable parce qu'il verrait venir la menace, mais le protéger aussi au sol. Et ça, c'est compliqué, quoi. Ah oui, là, ce serait une cible très haut dans la liste de priorité des Russes. Ouais, en tête de gondole. Ouais. Oui. Autres avions, les Mirage 2000 français. Est-ce que la France a promis des Mirage 2000-5 à l'Ukraine, c'est bien ça? Oui, la France a offert des Mirage 2000-5. Et puis moi, je serais curieux d'être dans la tête de Zelensky et de savoir ce qu'il a pensé quand il a reçu la promesse. Il dit, oh merde, parce que c'est le genre de cadeau qui peut être très vite un cadeau empoisonné, quoi. C'est un cadeau très symbolique fort. On offre des avions de combat. A priori, si ça se fait, on va pas enfiler beaucoup. On parle d'une demi-douzaine d'avions, parce qu'on ne peut pas trop dégarnir l'armée de l'air, on en a encore besoin. Tu es ukrainien, tu es déjà à fond engagé dans la mise en place d'une filière pour mettre en service le F-16, former tout le barnum pour former les gens, pour mettre en place la chaîne logistique, pour protéger les avions, machin. Préparation de mission aussi, armement. Et puis on dit, tiens, on va te filer aussi 6 Mirage 2000, tu vas refaire la même chose, mais pour 6 avions. C'est pas terrible. Et contrairement au F-16, il n'y a pas d'autres pays de l'OTAN qui pourraient donner des Mirage 2000-5 aux Ukrainiens. Si, mais c'est des petits chiffres. La Grèce, il y a d'autres Mirage 2000 en service dans le monde, des -5 ou des -9, qui sont de très très bons avions pour le besoin des Ukrainiens. Mais il y a cette question d'effet de masse et d'investissement sur la mise en œuvre de ces avions. Il y a la question aussi du suivi dans le temps.
La question de l'usure, là, parce que pour le coup, ce sont des vieux avions, les Tiré-5, hein, ils tombent relativement en panne de temps à autre. C'est normal, ils ont l'âge de leurs artères. À la différence du F-16, c'est un avion qui n'a pas évolué énormément, donc qui était un bon avion, mais qui reste un peu dans son jus. Donc tout ça fait que c'est peut-être un cadeau un peu empoisonné, je ne sais pas. Donc c'est pas gagné. Est-ce que la France avait mis des dates sur d'éventuelles livraisons ? Je crois pas. Non, j'ai pas le souvenir. On voit pas trop venir le truc, mais on avait aussi évoqué à l'époque le Mirage 2000C, mais bon, qui était. Cela dit, le Mirage 2000C avec des stocks, mais je sais pas s'il y a encore des stocks de Magic, missile Magic 2. Je sais pas s'il y en a encore en stock ou pas. Pour finalement courir après les drones, ça suffit largement. Hein, un Mirage 2000C. Pas la peine d'avoir un avion qui dit papa maman. S'il s'agit de se mettre à 1,5 km derrière un drone et de savoir éviter la zone où il faut pas aller parce que c'est la zone dans laquelle la défense antiaérienne solaire est active, ça suffit. Oui. C'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui a coûté la vie au F-16 ukrainien, c'est qu'il est peut-être rentré dans une zone où il n'aurait pas dû rentrer. Enfin, peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura jamais. M. Chauve-souris qui nous demandait, actuellement en Ukraine, il y a quoi pour se défendre des avions russes ? Est-ce que les avions russes ont le champ libre ? Non, on a parlé de défense solaire côté ukrainien, c'est bien ça. Oui, mais elle est... alors c'est compliqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le champ de bataille est très étendu, la ligne de front est très très large et les Ukrainiens ont fait le choix plutôt de protéger leurs villes et leurs centres industriels et les cibles de valeur plutôt que de protéger la ligne de front. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que les Russes, ces derniers mois, ont eu... c'est la fête pour eux. Ils pouvaient tirer des bombes planantes autant qu'ils voulaient, là où ils voulaient, quand ils voulaient. C'est ce qui a fait très très mal aux Ukrainiens d'ailleurs. Ils se prenaient une centaine de bombes par jour ou 200 bombes par jour sur le front sans pouvoir riposter. Après, ils avaient la possibilité, les Russes tiraient à distance de sécurité, ils tiraient à 30 km de la ligne, tranquillou. Après, les Ukrainiens ont eu la possibilité quand même parfois de monter certaines embuscades, c'est-à-dire qu'ils déplaçaient une unité de tir, une unité de contrôle du Patriot. Broum, 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 ils roulaient de nuit, ils s'installaient de nuit et puis ils chopaient un avion au petit jour, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas été repérés, parce que les Russes ne les avaient pas pointés sur la carte, parce qu'ils étaient restés radar éteint et tout ce que tu veux. Donc, mais ça reste des coups de main très ponctuels. Donc tu peux réussir quelques bons coups, tu peux abattre 2, 3, 4 avions, comme ils l'ont fait en Crimée, mais après il faut vite replier les Gaules et partir se remettre à l'abri. Donc de ce côté-là, les Russes, où tu arrives à choper un avion radar. Voilà, ou un avion de commandement et de contrôle. Passer ces instants de douleur intense pour les Russes, ils ont quand même relativement le champ libre. Alors, de deux choses l'une, soit tu multiplies le nombre de batteries de défense solaire, et c'est lourd, c'est cher, il faut trouver les bonhommes, il faut les former, enfin voilà. Soit tu mets des avions. Il y a une chauve-souris qui nous reparle de mercenaires côté Mirage 2000-5. Alors oui, j'imagine oui pour les pilotes, mais ça ne résout pas le problème de la logistique, et notamment des pièces de rechange de la formation des mécaniciens. Oui, ça ne résout pas le problème. Et puis, une fois que tu as 6 avions, tu en mets 3-4 en vol. Tu finis toujours par en perdre un ou deux. Enfin, ça me paraît être un coup COUP à très courte vue, quoi. Autant quand même miser sur le F-16 et mettre toutes ses billes sur un avion et faire les choses à fond sur un avion, quoi. Ça paraît plus logique. Mais oui, bien sûr, on pourrait concevoir du volontaire étranger sur Tiré-5. Ouais. Alors, une chauve-souris qui va jusqu'au bout de sa question, est-ce que ça existe, les mécanos mercenaires ? Bah oui, c'est même légal, ça s'appelle une société d'entretien, et puis tu montes une boîte d'entretien et tu as un contrat avec la force aérienne, et ça c'est tout à fait envisagé. Et je crois que c'est même... on en a parlé au tout début de l'émission, je ne sais plus si c'est les Américains ou l'OTAN, Stoltenberg, qui a dit qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des... Alors non, c'est les Américains qui l'ont dit, qui voyaient pas, et qui ont même suggéré que ça serait une bonne chose que les Européens s'y mettent, que ce soit un peu le job des Européens, qu'ils aient des civils européens, des mécaniciens civils sous contrat civil qui aillent en Ukraine entretenir les avions. Dans le même temps, ils ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas que ce soit les Américains civils qui y aillent. Pourquoi pas mettre les Européens face à leurs responsabilités, mais les Américains se sont dit totalement favorables à cette solution. Donc là, c'est même plus du mercenariat, c'est une relation commerciale avec une société, un numéro sirène, et puis de la facturation, quoi. Et Franck May qui remarque que c'est un cadeau intéressé, en tout cas, d'offrir des Mirage 2000-5. Ça évite d'avoir à les démanteler nous-mêmes. Est-ce que c'est à mettre en parallèle de ce que tu disais sur les missiles ? Je ne sais pas si on les aurait démantelés ou si on les aurait vendus ou donnés à d'autres. Les avions sont stockés même. Hein. Ça sert de stocker parfois les avions. On a l'exemple très récent, des Mirage 2000 qui étaient stockés à Châteaudun. Et un jour, les Indiens sont passés. Ils ont récupéré tout un tas de voilures de Mirage 2000.
ce qui était bien parce qu'on n'a pas eu à les démanteler et à les dépolluer, parce qu'il y a de l'amiante toujours dans ces avions. Ils avaient plié leurs ailes pour une raison un peu bête, et donc ils sont venus chercher un stock de voilures de 2000. On voit aussi par exemple qu'il y a des 2000D rénovés, qui ont été rénovés et qui ont reçu des voilures de Mirage 2000 bleues, des C ou des 2000C. Moi, je les ai vus à l'AIA de Clermont-Ferrand en chaîne de maintenance, où les avions, donc les 2000D, avions verts d'attaque au sol, fuselage vert et tout, avec les voilures bleues des 2000C, parce que les voilures vertes avaient beaucoup souffert au cours de leur vie, encaissé pas mal d'efforts mécaniques. Donc elles étaient à bout de potentiel, poubelle, et puis on récupérait les voilures qui avaient encore du potentiel. D'où vient la différence de couleur, pardon ? Alors, parce que les Mirage 2000D d'attaque au sol sont traditionnellement peints en vert, parce que ce sont des avions qui filent au ras du sol, donc on ne pourra pas être repérés vu du ciel. Les Mirage 2000C ou -5, qu'on appelle les bleus, en fait, entre guillemets, sont faits pour la défense aérienne, ils sont peints en bleu. Voilà. Le Rafale a réglé tout ça, tous les avions sont gris maintenant, tous les avions de l'armée de l'air sont gris, tous les avions des armées étrangères sont gris, à part quelques exceptions. Merci le chat pour vos questions et réactions. Merci les viewers, merci Martin Alaria, merci à tous.